Il faut attendre qu'il y ait des gens. Là, regarde un peu comme t'es beau, Lucas Beguin. Alors, bienvenue à toutes et tous. On est en live avec Lucas Beguin. Est-ce qu'il y a du monde qui va nous rejoindre? Un vendredi à 15h, à mon avis, c'est déjà le week-end. Hein. Un vendredi 15h, heure belge. On meuble une petite trentaine de secondes encore avant de vous parler d'entrepreneuriat, d'innovation et de réseaux sociaux. Tout à fait. Puisque c'est de ça que nous parlions, Lucas et moi, ce matin, à Pérué. Très belle ville, hein. Très bel endroit. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent? Commentez pour qu'on sache que vous êtes là. Je vois qu'il y a des vues déjà. Dites-nous qui vous êtes là. Dans quelques secondes, on vous parle de digital et d'innovation. Est-ce qu'il y a des gens qui commentent? S'il vous plaît, faites-nous voir. Dites-nous qu'on puisse vérifier que vous nous regardez. Ah, hé, hé, Corentin. Ah, voilà, il y a des gens qui commencent à arriver. Corentin, bienvenue. Geoffrey Bourseau. Geoffrey, mon premier employé. Allez. Ah, bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Caradize, une application à découvrir. Alors, les gens arrivent. Facebook nous dit les gens arrivent. Bien. Démarrons du coup, parce que c'est la mode de maintenant. C'est on fait du live, clouf, on démarre, et il faut se dépêtrer avec ça. Lucas. Oui. Tu as parlé de digital ce matin. Lucas, il parle de digital en étant de la génération digitale, puisqu'il est, comme on l'appelle, un digital native, un Y. C'est quoi l'idée clé que tu voulais faire passer ce matin aux gens qui t'ont écouté? L'idée principale, c'est que les gens doivent passer absolument par les réseaux sociaux maintenant pour pouvoir partager leur contenu, pour devenir attractifs, pour pouvoir au final attirer les gens sur leur site internet. C'est vraiment la condition importante pour attirer du passage sur le site internet. On a un peu l'air des chiens comme ça. C'est vrai. Hein? Elle reste dans le champ, hein, Ah oui, sinon j'ai l'air des chiens tout seul. Donc, tu nous dis que même en 2016, même du point de vue de quelqu'un qui est né, t'es né en quelle année? 91, 25 ans. Même de quelqu'un qui est né en 91, euh, Olivier Monseur, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas Digital Native Community Manager, c'est une version plus je suppose. C'est plus. Hein, Ah ouais, ok, donc c'est Digital Native et Community Manager s'il vous plaît. Donc même quelqu'un qui est né en 91, 91, si on a des amis français ou québécois qui nous regardent, eh bien toi tu dis malgré tout, je suis plutôt d'accord, donc ça me rassure, mais tu dis que le site web est toujours important alors. Tout à fait. Le site web, c'est vraiment l'entonnoir qui va regrouper toutes les informations de l'entreprise, qui va... Site web ou blog alors je suppose. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Et pardon, je t'ai interrompu. Et donc, c'est vraiment en créant une discussion via les réseaux sociaux, vous allez donner l'intérêt à votre communauté d'aller en savoir plus. Et donc, en savoir plus, c'est où? C'est sur le site internet où vous allez pouvoir vendre votre produit, vous allez pouvoir apporter un complément. C'est vraiment l'endroit où vous allez apporter un call to action qui va vraiment transformer la personne intéressée en un client. Call to action. Call to action. D'accord, tu vois, ta vision des réseaux sociaux, du coup, c'est ce qui va apporter le trafic sur le site web. C'est là qu'on opère la conversion, en tout cas sur l'acte d'achat. Et comment tu utilises les réseaux sociaux, toi? Qu'est-ce que tu recommandes à une entreprise qui voudrait démarrer ou développer sa marque aujourd'hui? Donc, c'est tout d'abord de développer une stratégie, donc d'identifier son identité numérique, donc les valeurs qu'elle a, les missions qu'elle veut apporter. C'est vraiment arriver à décortiquer de façon vraiment claire l'identité, puis ça va être ensuite de la retranscrire à la communauté. Donc il y a l'histoire de la valeur réelle et la valeur perçue. Il faut vraiment que la valeur perçue soit vraiment la même que la valeur qu'on essaye de donner à l'image. C'est ça, donc c'est pas surjoué, quoi. Voilà, non, pour moi, il faut rester honnête, transparent, et ne pas essayer de vendre du rêve sur un produit, par exemple, alors que derrière, il n'y a rien. Il faut vraiment être du bon contenu. Ok, je regarde, je te pose encore une question et puis je n'écouterai probablement pas ta réponse puisque je regarderai s'il y a des commentaires ou des questions qui N'hésitez arrivent. pas, si vous avez des questions d'ailleurs sur les réseaux sociaux, à nous dire dans quel domaine vous êtes, et on pourra peut-être...
Ça fait plusieurs années que toi t'en fais, hein. T'es lancé comme freelance depuis peu, mais tu en fais depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a un cas que tu pourrais partager? Si tu veux, je fais tut, si on peut pas dire le nom du client pendant que t'en parles, mais est-ce que tu as une étude où tu dis, bon ben voilà, moi pour telle marque, j'ai fonctionné comme ça, j'ai mis ça en place, on est passé de là à là. Bah, le principal, ça va être la campagne de crowdfunding de Boons, la marque de Oui, chaussures, la marque de chaussures aux couleurs de la Belgique. Donc je vous invite tous à aller voir sur boons.shoes et à vous procurer une jolie paire parce que les Belges ont gagné l'euro cette année, hein, c'est écrit. Et donc, ça m'intéresse pas trop le foot, donc. Mais donc Boons, c'est B-O-O-N-S c'est bien ça, point shoes. point shoes. Ok. Alors qu'est-ce que tu as fait Donc pour eux, en pour fait, Boons? j'ai rencontré Dominique qui n'avait pas de stratégie digitale du tout. N'étant pas une grande fan des réseaux sociaux, elle se demande un peu comment faire, donc elle nous a contactés. Première chose qu'on a fait, c'est essayer d'établir sa clientèle. Quand il dit nous, c'est parce qu'il travaille avec Maureen, hein. Excusez-moi, mais c'est parce que sinon, moi, quand on me dit nous et qu'on travaille tout seul, je suis toujours un peu sceptique, mais je dis qui, nous? J'aime Ici, bien il parler de travaille moi à la avec. troisième personne aussi. Ah, c'est ça. Je peux dire il, hein, si on préfère. Donc, avec Boons, enfin, pour Boons, tu as travaillé avec Maureen, Tout à fait. puisque c'est ta collaboratrice, Maureen, Oui. que je connais pas. D'ailleurs, si elle nous regarde, salut Maureen. Maureen. Et donc, pour Boons, comment tu as fonctionné? Donc, vraiment, c'est partir à zéro. On réfléchit sur quels canaux on va aller poster Vous du avez contenu. choisi quoi? Donc, on a choisi Facebook principalement et Instagram. Ok. Instagram, pourquoi? Parce que lorsqu'on a un produit assez visuel, c'est vraiment l'endroit où il faut être. C'est vraiment apporter du contenu visuel. Et tu fais les images, tu fais les vidéos, tu privilégies un des deux? Voilà, nous, là, dans le contrat, c'était on produit le contenu. Donc, il y a eu un shooting photo qui a été réalisé. Oui, mais je veux dire, sur Instagram, tu utilises autant la vidéo Non, que plus les la photo images dans un premier Ah, temps. plutôt photo. Photo, là. Là, D'accord. c'était vraiment photo. Puis l'objectif, ça a vraiment été de se créer la communauté qui n'existait pas à la base, puisqu'on part avec 0 fan sur la page. Et donc, petit à petit, ben, on a d'abord dit à Dominique. Réponds, je regarde les commentaires. Fait. On a Réponds, dit à je Dominique travaille. d'inviter tout son cercle d'amis dans un premier temps. C'est comme je l'explique, les amis, ça va être les premiers qui vont croire en votre projet. Même s'ils s'en foutent de votre projet, si on veut rester amis, on va mettre un petit like pour faire plaisir. Donc de ça, on est arrivé à une centaine de personnes sur la page. Puis on a réfléchi, on s'est dit... Ok, en combien de temps ça? C'est souvent une question que les gens se posent. C'est en combien de temps on peut espérer avoir des retours? Là, on va dire en 2 semaines, une centaine de likes Ok. en 2 semaines. Ok. Des gens qui étaient engagés, donc qui commentaient, Voilà, qui qui likaient, connaissaient Dominique, donc qui étaient ok. persuadés du projet. Ok. Et donc là, c'est vraiment des gens qui sont conquis, entre guillemets, et qui vont aller interagir. Donc c'est vraiment une belle base. Suite à ça, bah, c'est demander à ses amis justement de relayer l'information, puisque par recommandation. Mhm. Hein, donc voici la page d'une de mes amies, s'il vous plaît, aidez. De là, on arrive peut-être à 150, on va dire. Donc, comme je l'explique en stratégie relationnelle, on fonctionne de proche en proche, quoi. Tout à fait. Ouais. Avec C'est comme des ricochets, quoi. On tape une pierre dans un pot d'eau, c'est même chose. Les spécialistes parlent de capillarité ou de granularité des contenus, si vous voulez, pour les termes. Mais bon, voilà, c'est l'idée de parlera la de pierre qui ricochet. tombe dans l'eau. Le ricochet, c'est très bien. Donc, on va chez les amis d'abord et on veille à ce que eux Partage. répandent le message. Ce sera Ok. nos premiers ambassadeurs qui vont vraiment bien vendre la marque. Elodie, j'ai vu ta question, hein. Elodie de Prince, donc j'arrive quand Lucas a terminé son petit schéma. Deuxième Qu'il point, a répété pendant une ouais, demi-heure. ça fait une avant heure que je prépare dans la voiture. Deuxième point, c'est le concours. C'est vraiment la facilité. Créer un concours Facebook. Vous allez apporter, bah, ici dans le cas des chaussures, c'était une paire de chaussures offertes, en simplement likant la page et partageant la photo. Chaussure gauche achetée, chaussure droite offerte. Elle est nulle, mais je Les lacets sont en option. je la fais à chaque fois. Les lacets sont en Ah ouais, option. ok, d'accord. Donc de là, bah, Le concours, excuse-moi de t'interrompre Lucas, j'ai partagé un article il n'y a pas longtemps là-dessus sur les règles à respecter en termes de concours. J'ai pas mal de gens qui m'en parlent du coup. Est-ce que au niveau des concours Facebook, toi tu es plutôt à te dire bah, il y a certaines règles quand même malgré tout à respecter, je vous remettrai le lien de l'article que j'avais partagé, ou est-ce que toi tu te dis bon ah, on s'en fout, ils contrôlent quand même pas et on bourre dedans et on met un max de chances de notre côté, même si c'est peut-être contraire à des règles qui circulent sur le web de comment on fait un bon concours sur Facebook? je sais qu'il y a des règles, mais je pense que comme il n'y a pas vraiment il y a personne qui va vérifier, on l'a fait à la one again. Toujours peut-être préciser attitude de rock. Mark Toujours- Zuckerberg, si tu nous regardes, c'est le profil de Lucas qu'il faut sucrer, pas le mien.
On insiste toujours sur le fait que Facebook n'est en aucun cas responsable du concours. Oui. Ça leur fait toujours plaisir. Reste dans le champ. Hein, Mais sinon, il y a pas vraiment de les règles, c'est juste offrir le cadeau à la fin. C'est ce qui me semble être le plus honnête. Donc grâce à ce concours, on est monté à 200 personnes en plus. Donc on arrivait à 300-350 et ça en 2 semaines aussi. Voilà. Donc là sur un mois, il y avait une période de temps limitée hein, pour ce travail. Ouais. Et là, on est monté donc à 350 personnes en un mois plus ou moins. Ce qui est déjà pas mal, ce qui fait une petite base. Mais nous, pour l'objectif du crowdfunding qui se lançait un mois après, on voulait arriver à 500. Donc il y a eu le 3e point où là, on a dû se dire, il va falloir mettre un peu d'argent. Hein, parce que Facebook, maintenant, Facebook bloque l'accès à vos contenus. Maintenant, lorsque vous partagez sur votre page, seulement 10% de la page peut lire vos contenus. Donc la seule solution, c'est de mettre un peu d'argent sur Facebook Ads. Et là, alors, on a publicité payante. Voilà, on a fait une petite campagne, on a bien ciblé donc les supporters de foot, les Belgian fans, la Belgian attitude, etc. Et là, alors, on est arrivé. Salut Penaro. On a dépassé les 500. Ok. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est beau d'avoir 500, mais il faut alimenter. Il faut alimenter la page. Parce qu'on a eu les 500, mais les gens qui ont liké la page juste pour le concours, s'il n'y a rien derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déliker. Donc, on a dû créer du contenu à partager et à leur offrir pour qu'ils puissent rester et se fidéliser à la marque. Ok, donc si on synthétise en 1, tu as dit on a choisi les canaux, on a privilégié Facebook. En 2, on est allé chercher les amis et par cercle concentrique, on est allé élargir progressivement pour toucher une audience de gens qui ne connaissaient pas Boons et que Boons ne connaissait pas non plus. On a mis un concours en place pour booster un peu justement cette communauté. Et alors ici, tu parles de l'entretien de la page. C'est ça. Le fait de maintenir... mettre du contenu. Comme on dit, le contenu est roi. Il faut vraiment apporter une plus-value à la communauté. C'est pas parler de soi-même. Souvent, dans les contenus, il y a 10% où on va parler de nous-mêmes. Le reste, c'est vraiment apporter du contenu, se mettre à la place de la communauté, dire qu'est-ce qu'ils aimeraient bien. Ici, je prends l'exemple d'un garagiste. Au lieu de parler venez acheter mes pneus, c'est les meilleurs, ce qu'il va dire, c'est peut-être à partir de quel moment il faut aller changer le pneu. Donc c'est un article qui va dire quand les rayures sont toutes fines, là c'est le moment d'aller changer les pneus. Et là donc ce sera du contenu naturel et qui vous permettra de fidéliser cette clientèle, cette communauté. Il y a Élodie de Prince, que je connais bien, qui est du côté de Mons, bonjour Élodie, qui demande s'il travaille avec des petites entreprises qui utilisent les réseaux sociaux. Il n'a pas ses lunettes, donc il fronce un peu les sourcils, tout de suite le réflexe de se recoiffer. C'est pour ça que moi je suis plus concerné par le problème. Mais Lucas est dans la catégorie aspirant beau gosse, donc il travaille fort son image, donc il fait le regard de Brace, de loin comme ça. S'il travaille avec des petites entreprises, je te lis donc la question, qui utilisent les réseaux sociaux dans un process d'internationalisation, je veux bien entendre ce qu'il a à dire dessus, nous dit Élodie. Comment elles doivent-elles travailler du point de vue d'un community manager? C'est une très bonne question, parce que vient la question de la culture aussi. Donc si on veut vraiment aller vers un pays, donc c'est bien ça la question, aller vers d'autres pays, aller à l'international. Oui, je pense que c'est ça. Confirme-nous toujours Élodie, mais on va déjà partir là-dessus en se disant que comment une boîte qui veut internationaliser son business, sa notoriété, peut le faire grâce aux réseaux sociaux. Donc maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a vraiment des outils pour aller cibler les posts. Donc lorsqu'on va poster sur Facebook, on peut cibler juste une région. Là, ça va être l'occasion. Mais t'es toujours sur la publicité là ou même pas? Non, c'est même en gratuit. C'est en gratuit, on va pouvoir choisir qu'une certaine région voit la publicité et pas l'autre. Donc si vous êtes basé à sur la pub là. Mais non, c'est une version en mode gratuit. Donc la publication. On sait cibler même la publication de façon gratuite. Et là, alors, ça va être de cibler l'endroit où vous voulez aller et d'aller. Coucou Joël. Il y a des gens qui disent salut Fred. Non, je réponds. Allez, continue. Aspirant beau gosse, il est beau gosse. Merci Anthony. T'auras petit verre. T'auras petit verre. Reste dans le champ parce qu'en fait vous ne le voyez pas, mais au fur et à mesure, moi j'essaie de me rapprocher pour qu'on soit dans le champ et lui il recule. Donc on va finir, on sera contre le mur de mon bureau. Mais enfin c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est toujours bien. Donc pour juste terminer, c'est la régionalisation. La régionalisation. C'est la régionalisation des publications. Vous avez la possibilité juste en dessous du champ où vous saisissez le contenu d'avoir une sorte de cible qui apparaît, c'est bien ça. Tout à fait. Et avec cette cible, vous pouvez cliquer et dire je veux que le contenu soit diffusé plutôt à ces personnes-là qu'à telles autres.
Et alors, il y a le petit point aussi à savoir, c'est la culture. La culture n'est pas la même partout. On ne va pas communiquer en Belgique comme on communique en France. C'est-à-dire qu'en Belgique, on va être plus tendance, au fait, du côté de Liège, de la Wallonie, à être plus cool, aller parler un peu. Ouais, c'est vendredi, une bonne petite bière. Tandis qu'en France, désolé les amis français, mais ce sera un peu plus. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, une bonne petite bière. Non. En France, c'est un peu plus sérieux, ok. c'est un peu plus coincé, on va dire. Donc, il y a vraiment comment dire, certaines façons de parler qui n'est pas la même d'une région à l'autre. C'est ici que je dois mettre le disclaimer normalement, hein, parce que moi j'ai quand même plein d'amis français. Donc, c'est ça. Là, Donc, tu peux mettre région Liège. Hein, juste. Donc, chers amis français, le propos actuel n'engage que Lucas Beguin. Mais on peut aller boire un bon verre de vin pour en parler. Mais donc, allez, restons parce que je te déconcentre. Donc, tu dis, ça dépend de la culture. Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là? Alors là, le meilleur moyen, et là c'est la grande question, c'est passer par une agence de community management. Donc, qui fait une agence de community management à temps partagé. Ça veut dire qu'ils ont des ambassadeurs un peu dans chaque pays, des ambassadeurs locaux, donc qui sont nés là-bas, qui connaissent la culture. Attention, il y a Marco qui est arrivé. Ouf. Donc là, tu peux bien serrer les boulons sur ce que tu racontes. J'ai un peu de pression là maintenant. Qu'est-ce que je dis? Voilà, j'en perds mon. T'en perds tes moyens. Tu disais de passer par une agence de community Une agence de management. community manager à temps partagé. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont connaître la culture de l'endroit et vont pouvoir communiquer et rebondir sur des événements. Si on est basé en Belgique, on va pas toujours savoir ce qui se passe en France. On sait qu'il y a des fêtes nationales, etc. Mais il y a peut-être des journées particulières. Et donc, le community manager, lui, va connaître tout ça, va pouvoir rétablir une stratégie pour cette région-là et alors communiquer. Ok. Et donc toi, par exemple, tu travailles avec d'autres community managers qui sont à Paris, Lyon, Marseille. Donc ici, moi, je travaille avec une NYC. Ouais. Je travaille avec une agence à Bordeaux. On peut faire de la pub. Hein, c'est Si Belle Image, qui est basée à Bordeaux. Donc je suis leur ambassadeur ici sur la Belgique. Et eux, alors, travaillent avec. Ils ont des Espagnols, ils ont des Américains, ils ont plein d'autres pays, la France principalement aussi. Et alors, ils assignent les pages selon la région et donc font leur travail de committee manager. Alors ici on a plusieurs réactions. Je te lis. Préserve tes yeux. Préserve tes yeux, Lucas. Reste beau à l'écran. Elodie nous dit la même chose que Sarah d'ailleurs. Elle dit je suis pas certaine que les petites entreprises aient les moyens financiers de travailler avec des agences de com. Et Sarah nous dit aussi une agence CM ça coûte méga cher. C'est pas possible pour une PME. Comment est-ce que tu réponds à ça? Toi qui es justement dans le business, on ne fait pas de publicité, lucasbeguin.com, .be, .fr, .lu, tout ce que vous voulez. Il est international, vous pouvez aller regarder. Très bonne question, mais en fait tout va dépendre de vos objectifs. Je pense que si on a un objectif d'aller s'implanter à l'étranger, c'est sûr que on va considérer ça comme un investissement. Parce que c'est principalement via ce canal-là que la communauté va se créer, qu'il va y avoir une demande qui va être créée, et puis après, c'est convertir en vente. Donc voilà, après, comme j'expliquais aussi tout à l'heure, la publicité, c'est du paiement par clic. Dans le sens où vous allez faire une campagne de publicité, vous allez mettre, on va dire, 50 €. Si personne ne clique sur votre publicité, les 50 € vont rester. Donc on ne saurait pas perdre de l'argent. Les 50 € vont partir quand il y aura une marque d'intérêt de la personne. Après, tu sais pas. Tu sais pas. Alors, bon, moi, j'ai un peu d'expérience aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec des entreprises qui rentrent un peu dans le contexte, soit d'internationalisation, soit des entreprises directement internationales. Mais ça, c'est pas le point, en tout cas, de la question initiale. Pour les petites entreprises qui cherchent à internationaliser, je suis assez d'accord avec Lucas sur le côté contact sur place. Avoir un homologue. Et alors, il y a quelque chose au niveau business, et peut-être est-ce déjà de l'innovation, même si c'est vieux comme le monde, ça reste quand même cette logique de donnant-donnant, quoi. Et donc, peut-être que dans la zone de chalandise que vous visez, il y a un interlocuteur qui serait intéressé aussi à se faire connaître dans un autre périmètre géographique, que ce soit la Belgique ou que ce soit ailleurs. Et du coup, peut-être que ça pourrait être sympa de dire, écoute, moi je vais faire certaines actions, c'est de manière stratégique, parfois on parle de lobbying, je vais faire certaines actions pour faire connaître
ton activité, tes produits, tes services, et à l'inverse, tu fais pareil pour moi, quoi. Ou alors je te mets en contact avec les bonnes personnes qui vont pouvoir servir de relais, d'ambassadeur, et amener de la visibilité ou de la notoriété sur tes contenus. Donc ça, c'est juste un petit complément que Mais il y a un moi petit je point voulais sur lequel amener. je rebondis, c'est Ah, vraiment voilà. les influenceurs. Ça, arriver à répertorier les influenceurs qui vont emmener votre marque vraiment à un niveau très haut, c'est très important. Ça marche beaucoup en France. En France et partout dans le monde, où on a des gens qui sont payés pour faire un tweet pour votre marque ou autre. Même ici, à un petit niveau, on n'est pas obligé de payer des milliers pour avoir un tweet sponsorisé, mais on peut aller trouver des blogueurs qui parlent de votre domaine, votre domaine. Ça peut être une personne avec une petite notoriété qui pourrait vous faire votre pub. Si vous avez une marque de t-shirt, il la porte sur les photos, vous lui offrez simplement. Pour reprendre l'exemple de Boons, justement, nous on est en train de mettre en place un réseau d'ambassadeurs influenceurs qui vont pouvoir porter la marque et qui vont donner envie à d'autres de l'acheter. Alors Lucas, t'as quand même, je dois le dire, t'as beaucoup de gens qui disent que t'es beau, mais c'est beaucoup plus des garçons que des filles. Alors voilà, Je tiens à clarifier les pas. choses, c'est gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne fais que relayer, hein, ici. Je suis l'hôte de cette conversation. Je vois dans les questions le Joël Micha. Joël, on va pas dire que ça s'écrit avec un W. Il y a Joël Micha qui nous dit: existe-t-il justement des supports ou des bases rédigées objectivement qui décrivent l'esprit marqué dans les autres pays? Et Joël nous dit ça parce que elle travaille dans une entreprise internationale et donc elle est concernée par l'implémentation dans les différentes filiales. Est-ce que toi, tu as connaissance de ce genre de base documentaire? Non, parce que comme je dis, moi je travaille directement avec des personnes sur place qui, eux, ont cette culture directement en elles. Donc en échangeant avec ces personnes, on arrive à avoir un profil du client type dans cet endroit. Mais des bases comme ça, non, parce que ça peut changer vraiment d'une région à une autre. On va dire Liège et Bruxelles, c'est encore différent, donc imaginons dans le monde. Hein. Ok, moi ce que je pourrais dire peut-être en complément aussi, c'est quand même cette notion, tu sais qu'elle m'est chère Lucas, c'est cette fameuse notion d'identité numérique, hein. Quel est l'ADN de la marque qu'on cherche à promouvoir, ADN tenant pour atout différenciant naturel. Vous voyez que quand moi je parle, lui, il n'en a plus rien à foutre évidemment, hein. Je vais regarder s'il y a plein de gens qui se barrent, parce que du coup j'arrêterai de parler tout de suite. Mais donc cette notion d'ADN, quand moi je travaille le positionnement d'une marque, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit dans une logique de notoriété, ils ne voient rien de ce que vous postez, c'est génial. Je dis toujours à l'entreprise avec qui je travaille, quel est l'ADN, quel est l'atout différenciant naturel sur lequel on va pouvoir miser. Et alors bon, on a quand même peut-être la possibilité à travers ça de trouver une sorte de fil rouge dans la valeur qui est communiquée et qui peut, hormis des gros changements culturels, je ne parle pas si on travaille en Asie ou autre, mais je commence à connaître un tout petit peu le Canada pour le moment, il y a quand même des bases un peu similaires sur toute une série de choses. En psychologie, on appelle ça les fondamentaux non négociables. Donc c'est essayer de trouver je dirais le plus petit commun dénominateur de conversation, d'éléments d'intérêt qui font que les gens vont pouvoir être fédérés autour de ce qu'on parle, de ce dont on parle. Je vais essayer de parler français aussi à l'occasion. Et parlant de sources documentaires, là j'en ai pas comme ça, Joël, mais j'y réfléchis pendant qu'on continue à se parler. Elodie nous dit quoi de nouveau? Elle nous dit: je peux faire ma pub, chercheuse à Lumons. Elle réalise une enquête sur l'internationalisation des PME au travers des réseaux sociaux. Donc s'il y en a, vous pouvez y aller, profites-en. Elodie, elle a partagé le lien, elle a fait tout ce que vous vouliez. Voilà Florian qui nous dit: inscrivez-vous chez Basic Fit. Et il dit: c'est facile d'être community manager. Est-ce que c'est facile d'être community manager, Lucas Beguin? Oui, c'est passer ses journées sur Facebook, hein, c'est ce que disent les amis. C'est bien connu. Ce que je pense, c'est que community manager, ce n'est pas un métier à part entière. C'est comme dire que la communication est un seul métier. Le community manager va reprendre plusieurs catégories. Donc il va y avoir de la stratégie, il va y avoir de la création de contenu, il va y avoir de la planification, il va y avoir de l'analytique. C'est juste parce que c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas encore bien connu. On rassemble tout directement. Tu fais des réseaux sociaux, tu es CM. Mais il y a vraiment beaucoup plus que ça derrière. C'est vraiment de la stratégie. C'est pas juste être sur Facebook, quoi. Être sur les réseaux sociaux, ça nous prend peut-être 1 heure par jour. Le reste, c'est vraiment de la planification, de la création de contenu. Te fâche quand même pas trop avec Florian parce qu'il est plutôt costaud, hein. Je l'ai vu hier encore à Bruxelles. Ah, tu vois, tout à fait, il dit. Donc, vas-y, coulos, hein.
parce qu'il est costaud. Est-ce que vous avez encore l'une ou l'autre question, les amis, sur ce côté social, sur ce côté médias sociaux? Merci, merci. Ben oui, ben voilà. Donc moi, je peux vous partager une anecdote un peu spéciale avec Facebook. C'est que vous le savez, il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, parce que c'était en février, comme j'ai atteint la limite des 5000 amis, je me suis dit vais basculer en page, notamment pour pouvoir faire du Facebook Live. Et puis la migration des pages au niveau de Facebook, manifestement, elles ne sont plus que partielles. Donc moi j'ai créé la page Fred Colantonio, vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs, facebook.com/Fred Colantonio, ça c'est la page fan. Et alors j'ai demandé la migration, donc normalement mes amis devaient devenir fans et on aurait pu continuer à grandir ensemble comme ça. Et puis finalement, la migration était partielle, donc j'ai 2200 personnes qui ont été basculées et pas le reste. Donc là, si certains d'entre vous ont des tuyaux, conseils, possibilités de voies de solution, moi je suis tout à fait preneur. Marc, si tu nous entends. Marc, si tu nous entends. Oui, mais regarde, je suis sûr. Oui, mais tu as dit que de toute façon, les concours, on pouvait faire comme on voulait. Donc, à mon avis, là, tu es grillé. On a encore une question ici qui arrive d'Elodie. Que penses-tu des réseaux sociaux pour les entreprises dans le B2B? LinkedIn, principalement, qui est vraiment votre CV en ligne et puis le moyen aussi de mettre votre entreprise en avant. Par contre... Pas d'accord. Pas d'accord. Je pense que viser du B2B, c'est aussi viser du B2C, puisque la personne que l'on va cibler est peut-être employée dans une boîte qui va relayer l'info supérieure. Si on voit que ça intéresse pour son business, il va nous solliciter. Sinon, pour le B2B, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'est surtout créer du contenu. Oui, ça dépend évidemment de ce qu'on vend. Hein. Mais moi, je vous dirais par rapport à du B2B que Facebook est quand même une arme de séduction assez massive. Je m'explique et je passe d'abord par LinkedIn puisque c'est la réponse que tu as apportée. LinkedIn aujourd'hui pour moi c'est bien plus que le CV en ligne. En tout cas, comme LinkedIn existe depuis 2003 et que c'est un des plus anciens, je voudrais éviter la confusion chez nos amis avec le fait qu'on l'a rempli une fois, on peut le laisser comme ça et ça ne bouge plus. Parce que pendant 5 à peut-être 10 ans, LinkedIn était comme ça. On avait rempli notre profil, on avait mis notre photo et c'était bon, ça ne bougeait plus. LinkedIn a quand même opéré toute une série de transformations depuis plusieurs années. Ils ont racheté SlideShare, donc l'espèce de YouTube pour PowerPoint, et je vous invite à aller voir. Moi j'ai un profil SlideShare, il y a beaucoup de mes présentations qui sont dessus. J'ai aussi des PDF, il y a les articles de presse, il y a tout ça si vous voulez aller voir. Donc LinkedIn a racheté SlideShare pour avoir un côté un peu plus média. LinkedIn a aussi lancé la plateforme Pulse qui permet de poster des articles. Et donc c'est vrai que LinkedIn se destine peut-être plus par nature à du B2B, mais en tout cas pas au sens c'est un CV en ligne, une fois que je l'ai fait j'attends que ça se passe, quoi. Les recommandations sur LinkedIn fonctionnent très très bien. Et ça, c'est un point crucial. Dans mon développement, par exemple, au niveau de la France, au niveau du Canada, au niveau de la Suisse, le fait d'obtenir sur LinkedIn des recommandations de gens qui sont géographiquement dans les mêmes régions, en disant, voilà, au niveau de la culture française, de la culture canadienne, vous avez des pairs qui ont été recommandé certaines de mes compétences ou qui ont fait le plaisir de mettre un mot, un témoignage, ça porte, quoi. Notamment parce que c'est sur LinkedIn. Maintenant, Facebook est une arme de séduction massive parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, et j'ai vu Marc-Alexandre qui dit mes clients sont mes amis, je suis assez d'accord. Et vous pouvez regarder la plupart des gens qui utilisent déjà les médias sociaux, ils ont leur profil sur LinkedIn. Alors là, ils ont une photo un peu costard-cravate, chemise. Hein. Et ils sont aussi sur LinkedIn, ils sont aussi sur Facebook. Donc LinkedIn, costard, cravate, et Facebook, ils ont plutôt le côté je suis en pull, je suis un peu plus relax, voire j'ai une photo, je suis au ski, j'ai des lunettes de soleil, peu importe. Je pense toujours à mon ami Jean Tondeur quand j'explique ça. Jean, si à un moment tu regardes ou tu entends, j'espère que tu m'autorises toujours
à partager cet exemple parce que si vous allez voir sur LinkedIn Jean Tondeur, vous allez voir professeur de marketing à HEC et donc téléphone en main et il a l'air de faire du business. Et si vous regardez Jean Tondeur sur Facebook, vous allez voir Jean qui est fan de ski, grand-père, grand amateur de blues, il joue du blues, il joue super bien du blues, Jean Tondeur, et il joue sur son rôle plutôt social. Il n'empêche que si moi je poste une information qui est stratégiquement intéressante pour son business, Jean étant quelqu'un de malin, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, s'il la voit, il va la capturer. Il va peut-être la garder pour demain matin et regarder quand il sera au bureau, en disant maintenant je suis en train de regarder The Voice ou koh-Lanta. Donc je ne traite pas l'information maintenant, mais je sais que Fred a partagé quelque chose et quand je serai au bureau, j'irai voir. Donc Facebook est certainement intéressant en termes de B2B, puisque, comme tu l'as dit aussi, on connaît toujours bien quelqu'un qui peut connaître quelqu'un qui aurait besoin de nos services. Comme là, on voit qu'il y a Alexandre qui a eu un contrat freelance sur Twitter. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de votre façon de partager du contenu. Si vous partagez du contenu intéressant sur Twitter, ça peut intéresser les entreprises aussi. Est-ce que tu as des exemples de pages à conseiller, des entreprises qui font du bon taf et dont on pourrait s'inspirer, nous dit Davy Couteau. Je lance ma boîte.com, Energy Startup. Yeah. Alors, niveau des postes localisés par région, moi j'ai Nivea en tête. Je sais pas si tu... J'arrive. Sinon, le top du top, c'est Oasis. Parce que Oasis, il fallait vraiment regarder leur communication. Ils arrivent chaque fois à rebondir sur les nouveautés du Facebook. Dès qu'il y a eu les petites émotions, ils ont rebondi dessus directement. Il y avait Chrysler aussi qui avait fait ça, qui avait utilisé les nouvelles émotions. Alors, Sarah, elle nous dit oui, mais des entreprises en B2B. Lucas Beguin, je te laisse un petit peu dans la merde. J'arrive. J'ai un ou deux exemples. Sarah, ne quitte pas la conversation. J'ai un ou deux exemples, mais tant qu'à faire, je le laisse un petit peu se débrouiller. C'est pas l'heure de la pause café Des exemples B2B. Tu veux que j'en donne un ou deux? Si t'en as ici, oui, je veux bien. Ok. On est vendredi, les 15h. Oui, je vois bien que tu te laisses un peu aller. Je voulais juste vous montrer un truc. Pour clôturer l'aspect un peu peut-être LinkedIn, Facebook, etc. Regardez, on a ici au niveau des familles de réseaux sociaux, alors vous m'excuserez parce que c'était dans mon livre sur le sujet qui date d'il y a 4-5 ans maintenant, donc il y a Foursquare qui est dedans, donc certains vont se moquer. Mais regardez, vous voyez, ça c'est toujours vrai. Je ne sais pas si vous voyez bien. Facebook, jeans t-shirt, LinkedIn, costard cravate. Voyez ? Et Twitter, c'est l'individu hyper connecté en mouvement, a priori. Voire un petit peu bobo, parce qu'à l'époque, quand Twitter a démarré en 2006, c'était un peu bobo, quoi. Ça, c'est toujours... Bon, Foursquare, ils sont un peu morts de leur bellement, mais c'est quand même un petit peu toujours la logique. Et donc, on peut avoir Jean Tondeur, costard cravate, et en même temps, Jean Tondeur qui sera en jeans t-shirt à un moment. Ok ? Bon. Alors, je vous partage les exemples au niveau B2B. Il y a plusieurs pages que vous pouvez aller regarder. Juste avant, je prends une précision. C'est que au niveau B2B, tu as vraiment un gros succès, Lucas. Il y a Jérôme Schumacher qui dit « Tu es beau, sache-le ». Je vais peut-être devoir penser à me reconvertir. À mon avis, il y a peut-être un pivot à faire pour prendre les termes de start-up et autres, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, je vous partage. Oui, Brice, t'as raison, c'est vrai. Ma première télé, c'était avec toi, Brice Cornet. J'avais fait à Foursquare sur Liberty TV à l'époque. C'était un beau souvenir. Si tu sais me redonner l'année, par contre, ça me ferait très plaisir, ça, parce que je sais plus quand ça s'était passé. Exemple au niveau B2B. Juste une petite précision par rapport au B2B, on n'est pas dans une course au like dans le B2B, et ça c'est souvent une différence justement par rapport à des pages comme Oasis, Porsche et des choses comme ça. Au niveau B2B, on est plutôt dans la qualité de la relation et l'engagement qu'on va créer. Et je vous partage un exemple, je peux vous en partager deux. Land Rover a une chaîne YouTube qui est très intéressante et qui est du B2B2C parce qu'elle est au service de leurs revendeurs et aussi au service forcément des gens qui pourraient acheter du Land Rover. Mais là, j'ai rien à voir avec ça. Et c'est une chaîne YouTube, ça vaut quand même la peine d'aller y voir. Sinon, je vous donnerai l'exemple, un exemple que j'ai personnellement suivi et un autre nom. Michel et Augustin.
En effet, Marc-Alexandre, tu les cites. C'est un très bel exemple puisque eux, ils produisent des pâtisseries et ils sont allés, grâce aux réseaux sociaux, jusqu'à pouvoir rencontrer le patron de Starbucks. Pour leur proposer un partenariat justement et les fournir avec leur pâtisserie. Ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux, donc je dirais que c'est l'exemple parfait et en plus qui marche en termes de visibilité, de viralité, tout ce qu'il faut. Et moi, l'exemple que je voudrais vous proposer de partager, je fais une dédicace à David Dupuis et Olivier Gordon qui travaillent pour Voyage SNCF. Alors pas le voyage SNCF.com où vous allez réserver votre billet de train pour aller jusque Paris ou peu importe vous déplacer en France ou en Europe, parce que là c'est de nouveau du B2C. Voyage SNCF en tant que partenaire professionnel pour les agences de voyage. Vous voyez que quand lui il parle, j'essaie de faire un peu attention. Lui il est parti, il répond à ses fans, il met tous ses trucs, c'est très bien. Bonjour aux gens. Merci Lucas. Et donc Voyage SNCF, si vous allez voir, ils ont des pages qui sont organisées pour les agents de voyage. Et donc vous avez Voyage SNCF for Travel Agents, ou dans les langues nationales, parce qu'ils en ont pour la Suisse, ils en ont pour le Benelux, ils en ont pour la France, ils ont plusieurs régions comme ça qui sont ciblées, et ça veut dire qu'on savait dès le départ qu'ils allaient avoir une communauté qui ne serait pas constituée de 5 millions de personnes, mais qu'ils allaient pouvoir fournir auprès de leurs clients agents de voyage du matériel d'information, du matériel promotionnel que eux allaient pouvoir relayer au sein de leurs agences, et du coup ils ont vraiment bien démarré la communication. La messagerie privée fonctionne très bien, donc il y a beaucoup d'agents de voyage qui les ressollicitent en disant par rapport à telle publication, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires, est-ce que vous avez d'autres éléments, etc. Donc il y a vraiment une discussion qui s'est instaurée, et à tel point que, et ça c'est une petite fierté pour eux, parce que moi je les ai accompagnés très très peu, ils ont vraiment intégré le truc et ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont gagné fin de l'année dernière, fin 2015 je pense, je suis sûr qu'ils ont gagné, c'est juste le tempo où je suis plus tout à fait certain, c'est qu'ils ont gagné un prix pour une communication digitale B2B justement. Donc au sein de leur secteur d'activité ou autre, ils sont montrés comme exemple de ce qu'on peut faire. Et il n'y avait rien de sorcier, il n'y a que les règles qu'on vous partage ici, c'est juste qu'on y est allé, je dirais, avec la bonne attitude ou le bon état d'esprit. T'as pensé à un autre exemple entre-temps, Lucas Beguin, ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple? Sarah Laval nous dit We Are Tennis, c'est top aussi en B2C. Ok, donc sinon Voyage SNCF, je vais regarder sur mon... Lucas dit un peu quelque chose, parce que moi je vais voir un petit peu si j'ai d'autres exemples dans mon fil Facebook et dans les pages que je monitore. Vas-y un peu Lucas, dis quelque chose maintenant, débrouille-toi, t'es un grand garçon. Occupe le terrain, posez-lui des questions, ce sera plus facile pour lui, une question dérangeante pour Lucas. Allez, faites-moi mal. Faites-moi mal, bouge pas ta chaise, je reviens. Bon, je regarde un peu les derniers commentaires. J'ai vu tout à l'heure Anthony qui posait une question. Quels seraient tes conseils pour cibler ou segmenter au mieux ton public sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, ça va être de cibler ton client potentiel. Suite à ça, tu vas pouvoir aller chercher tout ce qui est la zone géographique, tu vas pouvoir chercher l'âge, tu vas pouvoir aller chercher par l'intérêt. Donc, comme je disais avec l'exemple de Boons tout à l'heure, c'est des chaussures pour les Diables Rouges. Donc, on va les cibler par les fans de foot, les supporters, les gens, la Belgium Attitude, Team Red Devil. Vraiment, tout ça, ça va te permettre d'arriver à cibler par intérêt la personne, ton client. Après, si tu ne sais pas vraiment quel est ton client, là c'est un peu plus délicat. Donc c'est plus vraiment par l'intérêt. Si c'est les assurances, que sais-je. Toi qui es dans les assurances, tu vas aller voir des sportifs qui sont susceptibles de se blesser ou d'avoir besoin d'une assurance, des gens qui aiment l'automobile. Voilà, c'est tous des petits exemples. Je peux te donner une question. On parle beaucoup de Facebook qui a des expériences sur Snapchat et Instagram. On parle de Snapchat enfin, et là,
Et là, on Là, arrive c'est chez parti. Lucas. Juste Sarah, puisque tu demandais des exemples B2B assez rapidement, j'en ai trouvé un deuxième mais bon, j'avais les pages que je suis sous les yeux. Si vous allez voir du côté de Liège Créative, par exemple, donc vous avez Delphine Buchet chez Liège Créative, vous avez Laurence Cordonnier, vous avez Sophie Robert, je leur fais un bisou, Fabienne Oquet aussi. Chez Liège Créative, par exemple, c'est une interface qui permet de connecter le milieu académique, le milieu universitaire, les spin-offs, la recherche, avec le milieu entreprise pour justement créer des connexions. Et si vous allez voir la page de Liège Créative, elles se sont super bien débrouillées sur les médias sociaux pour se faire connaître. J'avais encore un autre exemple. Vous avez Ima Benelux qui est la page que Joël gère. Je ne sais pas si elle est toujours là, Joël, mais en tout cas vous avez une page Ima Benelux qui aussi est une page B2B. Et ça a son importance. N'oubliez jamais dans le ciblage que il y a tous les gens qui sont inattendus aussi, qu'on peut aller chercher. Quand j'ai travaillé pour le MIC à Mons, le Microsoft Innovation Center, c'était en 2011, je pense. Un petit coucou à Ben Picard. Salut Ben. Si vous connaissez Ben Picard à Liège, Lucas est son imitateur numéro 1. Eh bien, le MIC, qui travaille aussi avec des entreprises, avait comme préoccupation de créer une communauté, mais sans savoir nécessairement, a priori, de manière très ciblée, qui il voulait toucher dans l'écosystème. Il voulait surtout faire émerger des personnes. Et on a communiqué de manière assez ouverte, de manière assez libre, en étant très attentif au type de personnes qu'on intéressait. Et donc le fait de créer une communication un peu spontanée, ouverte sur des centres d'intérêt, va permettre à certaines personnes d'émerger alors qu'on ne pensait peut-être pas nécessairement à elles. Donc la démarche de community management, d'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi une démarche qui doit être durable dans le temps. Au niveau d'une entreprise, souvent beaucoup de boîtes veulent leur tour très rapide, quoi. C'est ça. On doit quand même un minimum. Alors tu nous as expliqué avec Boons que vous aviez fait un truc beaucoup d'éclat avec des retours rapides, mais souvent c'est des démarches aussi qui peuvent prendre du temps pour un peu installer les C'est choses. fidéliser la communauté qui va durer le plus longtemps. On Ah peut oui. partir sur 1 an avant qu'on puisse considérer que les personnes sont vraiment fidèles à la marque et interagissent. Ok, je te laisse sur Snapchat, oui, ça, parce que c'est- là on va le perdre complètement, quoi. Ah là, Snapchat. Snapchat, pour moi, c'est vraiment l'outil qui va se développer au niveau de la communication dans les années, si ce n'est pas déjà fait, même dans les prochains mois. Pour moi, Snapchat, c'est une façon de fidéliser votre communauté. C'est-à-dire, pour les avoir sur votre groupe Snapchat, vous allez devoir poster sur Facebook, Instagram ou autre que vous avez un compte. Une fois que les gens sont sur votre compte, vous allez Donc leur... tu penses que les gens vont pas directement sur Snapchat? Non, parce Il qu'on ne faut sait pas avoir retrouver. le- Il faut avoir soit Ok, ok. le nom d'utilisateur, soit Prendre le note QR aussi, moi. code. Et donc une fois que les gens sont sur votre page, donc qui vous suivent sur Snapchat, vous allez leur apporter du contenu en guillemets exclusif. Ça va être vraiment un moyen de les fidéliser encore plus. Je prends l'exemple je ne regarde pas, mais je sais qu'ils le font, The Voice. Sur leur page, ils vont aller monter. Ils regardent. Ce n'est pas grave. Je peux pas, j'ai piscine. Ils regardent. Et je sais que eux, ce qu'ils font, c'est des vidéos backstage, des chanteurs, etc. Et donc les gens se sentent vraiment plus concernés par la marque, que ce soit ici, on pourrait faire un petit snap de l'envers du décor. Ben voilà, les gens se sentent dans un endroit un peu exclusif où ils ont la chance de pouvoir Comment tu regarder fais? Il faut deux smartphones alors, puisque moi il est utilisé là. Si je voulais faire un snap, comme ça. Ouais, pas- tu le feras après. Je le ferai après, ouais, mais voilà, ok. donc c'est Snapchat et Donc Instagram. l'idée, ce serait quasi d'avoir alors un fil de com un peu officiel, ou en tout cas la com d'entreprise ou la com de la marque standard, Tout à fait. et utiliser Snapchat pour l'envers du décor, l'arrière-boutique, les coulisses, etc. Tout à fait, c'est bien ça. C'est bien ça. Et puis ne pas hésiter, les gens maintenant vont se sentir privilégiés. Et ça, ils sont contents. Vous leur faites un cadeau ou autre, ils seront tout contents. Donc la stratégie pourrait être vous allez avoir un nouveau produit, c'est le prendre en exclusivité sur Snapchat et le dire, annoncer ce nouveau produit. Ok. Ça pourrait être par exemple un code pour une réduction sur un livre. Voilà, faites un screenshot de ce Snapchat, partagez-le sur Twitter, sur Facebook, et en échange, vous avez une partie de réduction. Parce que d'accord. Alors, est-ce que c'est... Oui, moi, une question que je me pose souvent, puisque les livres, je connais un peu le secteur, c'est à quel point est-ce que c'est pas franchir une limite? Est-ce que c'est pas trop commercial de dire, bon, allez, maintenant, je vous montre une photo de mon livre, et si vous l'achetez maintenant, vous avez... C'est pas mal perçu, ça? Pour toi, c'est OK? Le pourcentage de contenu doit rester le même. On doit être sur 10% de vraiment soi-même
Et le reste, c'est de parler un peu des autres. Je veux dire, quand on va aller dans le backstage, backstage The Voice, on va montrer les artistes. On va pas dire The Voice, c'est super, il faut regarder. On va juste donner à une communauté déjà convaincue et fidèle un petit plus qui va leur donner envie de devenir et d'en parler encore plus, quoi. De devenir vraiment encore plus fan et d'en parler. C'est pas dit, t'as vu sur le Snapchat là-bas, ils partagent des chouettes trucs. Ici, pour un entrepreneur, ça pourrait être des conseils. Il pourrait parler de conseils. Ils ne se vendent pas personnellement, ils donnent du contenu. Comme Ok, mais on le dit souvent. comme on fait ici, du coup. Voilà, là c'est du contenu. Voilà, on s'ennuyait en ce vendredi, donc on s'est dit, on va donner du contenu aux gens. Hein. Ouais, tant qu'à Mais il faire. m'a promis des bières après, c'est pour ça. Sinon, je serais parti. Je n'ai rien promis du tout. Et par contre, c'est vrai que j'ai une petite juste dédicace montré pour live. Snapchat. Il y a certains comptes que les garçons vont aimer, mais je rassure, je ne suis pas dessus non plus. Je ne sais plus les noms. Ah, ça c'est bien ça. joué, ça. Mais là, je vois, il y a Lynn7 sur Snapchat, Miam. Donc je suppose que c'est une jolie skieuse, hein, mais il y a beaucoup, il y en a de plus en plus qui l'utilisent. Sinon, un que je vous conseille de regarder, c'est Gary Vee. Gary Vee sur Snapchat, qui est le précurseur pour le moment aux États-Unis, qui essaye de mettre en place des stratégies pour les entreprises via le réseau. Donc ça c'est Snapchat, il y avait Instagram aussi. Instagram, oui, qui est comme on dit, avec les nouvelles générations qui arrivent, une image remplace 1000 mots, donc les jeunes vont préférer avoir peu de contenu niveau texte, mais avoir une image qui va parler beaucoup plus que 10 phrases de contenu. Donc Snapchat, comme je dis, ça dépend un peu du domaine dans lequel vous êtes. C'est sûr que tout ce qui est visuel, il faut absolument être sur Snapchat. Il y a Pinterest aussi, Pinterest qui est plus consacré à la mode, mais là c'est vraiment si on a une démarche d'e-commerce. Donc ça va vraiment pousser le call to action vers l'achat. Instagram c'est vraiment plus pour alimenter la communauté et pourquoi pas faire aussi de l'e-commerce, mais c'est à moindre... Et donc on peut avec Snapchat et Instagram avoir la même logique que tu disais tout à l'heure de ricochet. Ça marche aussi? Ou là on va tout à plutôt fait. chercher des gens qui sont en dehors de nos cercles habituels? Non, puisque ça dépend de ta page à la base, à qui tu vas. Donc moi j'ai mis ma photo de profil qui est mon profil Snapchat. Donc les gens qui vont me rajouter vont être les personnes qui sont dans ma communauté. C'est rigolo, je vois rien. Mais non, je ris parce que, en fait, peut-être qu'on ne le voit pas, mais quand on regarde à l'écran, on a quand même l'air d'être pas trop collé. Mais en fait, on est super proche. C'est un peu dérangeant en termes des limites de proximité. Surtout après tous les commentaires que j'ai eu, je me sens un peu. Probablement qu'on se postillonne à fond dessus, mais voilà, bon, bref, ça fait partie du jeu. Je vous ai retrouvé, pour ceux qui n'ont pas vu le début, vous pourrez regarder le live après. Je suis un grand fan des 6 degrés de séparation. Donc le fait que chaque personne sur Terre est séparée d'une autre par une chaîne de maximum 5 maillons. Et je vous avais retrouvé dans le livre que j'avais écrit sur les réseaux sociaux, qui était déjà illustré par mon ami Sylvain, qui avait fait les illustrations de l'Attitude des héros aussi, Sylvain Lowers. Si vous cherchez un jour un illustrateur en entreprise, cartooniste ou autre, il est très doué. Vous me demandez ses coordonnées. Regardez, vous avez là les 6 degrés de séparation. Donc peu importe d'où on part, on passe par ses amis et puis on finit toujours par arriver à un moment vers une personne qui va pouvoir nous filer un coup de main. Ce que tu amènes ici clairement à la réflexion par rapport à ce que moi j'ai pu dire à une époque, c'est que on peut le faire même via des canaux qui sont très instantanés, via des canaux qui sont très peut-être même alternatifs, parce que Snapchat pour la communication business, on parlait de B2B, on pourrait dire pas sûr, mais en fait toi tu dis que d'une manière ou d'une autre c'est quand même créer une attractivité qui fait que les gens vont arriver, quoi. C'est ça. Il y a un très bon exemple aussi sur Snapchat que je vous invite à. Je regarde s'il y a des questions pendant ce temps-là. C'est le 1 minute de la RTBF. Donc ils ont testé de donner de l'information en une seule sur des stories d'1 minute. Et je trouve ça super bien fait parce qu'aujourd'hui les jeunes, notre génération Y, on n'a plus spécialement le temps de regarder 20 minutes de journal télévisé. Donc là, en 1 minute, qu'on soit dans le bus, qu'on soit dans la rue, en 1 minute, on s'allait voir vraiment l'info et avoir vraiment l'info importante. Alors, tu as Benoît De Saucy qui te dit que tu dois certainement être community manager pour une page Facebook gay. Il dit c'est pas possible un tel succès. Bon, je te laisse le commentaire. Je laisse ton commentaire à ta libre appréciation. Et alors, on a Antonino qui posait une question. Où est-ce qu'il est? Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Il y a une question de Adrien Darche qui dit à quelle fréquence poster sur Facebook? Combien de posts par jour ou semaine maximum? Et est-ce que ça dépend de ton audience? Ça dépend tout à fait de l'audience. Personnellement, moi, je poste Facebook 1 fois par jour. C'est au moins 1 fois par jour. C'est pour garder... Seulement?
Pour les pages professionnelles. Ah, ok, la ouais, mienne, parce non, que la mienne c'est un peu plus. Mais Ouais, ça ok, ennuie ok. certaines personnes. Non, pour une page professionnelle, c'est sûr que c'est Une fois par jour. une fois. Parce qu'après, comme je dis, les gens pensent qu'en le faisant une fois par jour, ça va être trop répétitif. Mais comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que 10% de votre communauté qui voit le contenu. C'est le reach, hein, Voilà, c'est c'est le le reach. taux de pénétration de votre publication sur le fil d'actualité des gens. Ce que j'aime bien aussi dire en entreprise, c'est qu'il faudra avoir une belle ligne éditoriale. C'est-à-dire que le lundi, on va par exemple partager un concours. Le mardi, on va partager une info globale sur la Belgique. Le mercredi, on va parler d'un certain thème. Le jeudi, c'est le fameux Throwback Thursday. Ou alors là, on va partager une photo qui date L'accent, hein. in English, yes. Throwback Thursday. Et en faisant comme ça, en fait, on va créer une récurrence chez les gens. Ils vont se dire, ah bah c'est le mardi aujourd'hui, on va tomber sur la photo du... Ou c'est jeudi, on va tomber sur Fred quand il avait des cheveux, quoi. Des cheveux. Donc voilà, c'est vraiment créer une récurrence. Donc poster, bah, ça Sur la dépend main. vraiment. Après, il y en a qui postent une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Moi, c'est une fois tous les jours et ça me semble bien cohérent. Ok. Antonino, j'ai retrouvé la question. Antonino Iudicello qui nous dit aujourd'hui ça veut dire quoi? Non, aujourd'hui ça veut être à la bonne place au bon moment, pardon. Être à la bonne place au bon moment. Aujourd'hui, est-ce que ça veut dire être partout sur les réseaux sociaux? Moi, je pense qu'il faut être quand même partout. Parce que maintenant, les jeunes sont connectés sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de parler de vous un peu partout. Donc, il faut un minimum de présence. Parce que ils peuvent parler en mal sur vous. Mais si vous êtes là, c'est encore mieux. Vous pouvez argumenter, vous pouvez répondre, vous pouvez vous défendre. Tandis que si vous n'êtes pas présent, par exemple, sur Instagram et que ça vous descend votre marque, quelqu'un qui fait des photos, genre c'est de la merde, n'achetez pas ça. Si vous n'avez pas l'occasion de répondre, bah, c'est donner raison un peu aux personnes qui. Bah, c'est comme ça que c'est perçu par les autres. Ok, en même temps, moi j'ai souvent défendu l'idée qu'il valait peut-être mieux utiliser 2 ou 3 canaux et bien s'en servir. Oui, oui, mais ici je parle être globalement partout, donc avoir. Mais pas passer par Mais là, exemple. tu parles de faire de la veille, du coup. Voilà, oui, c'est plus de la Ok, veille. Mais... d'accord. Mais la présence active, on est bien d'accord, parce que la plupart des personnes qui nous regardent, je suppose que elles ont elles ont peut-être d'autres activités où parce qu'il y a là qui avait dit pas taper sur la calvitie. Non, moi je suis Ah, à ça va l'aise. m'arriver, ça va m'arriver. Ouais, bah qui sait, pas sûr, pas sûr, pas sûr. T'as l'air bien parti pour les garder. Mais donc, ce que tu veux dire, c'est quand même, en termes de communication active, c'est choisir peut-être ces canaux, mais avoir une veille sur un ensemble Tout à fait. un ensemble d'endroits. Tout à fait. Y être présent et c'est sûr, pas poster tous les jours sur tous les réseaux, mais avoir au moins une certaine présence et pouvoir répondre en cas de. Alors il y a Elodie qui nous fait coucou et elle dit Fred, est-ce que tu peux prévenir quand tu fais encore ce genre de vidéo? Alors ben, a priori le but c'est du live, donc c'est vrai que pour le moment elles sont pas planifiées. Maintenant justement Lucas me disait dans la voiture en revenant de Pérué où on a donné chacun une conférence, moi sur l'innovation, lui sur le digital, on se disait peut-être de prévoir justement des moments comme ça et de dire ben, tel jour à telle heure on fera, on fera ou il fera ou je ferai ou n'importe qui, on prendra un peu la parole. Donc, si dans les commentaires il y a des gens qui disent bah oui, ce serait quand même bien de planifier ou de signaler quand, pourquoi pas. Ici, je suis un peu en mode expérimental. Je vois ce que ça raconte. Manifestement, vous êtes là, donc c'est déjà super. Mais donc pourquoi pas prévenir à terme ou annoncer quand il y en aura une qui a lieu. De toute façon, elle reste, je pense, invisible ici sur à l'inverse de Periscope, par exemple que j'avais testé à un moment. Steve nous pose donc bye bye Elodie et bah, j'espère que tu auras du coup peut-être des réponses ou autres par rapport à ça. Il y avait une question de Steve Dinner qui nous dit Steve, une question très pertinente, je trouve, particulièrement en Belgique peut-être. Où est la limite du community management dans la réponse aux consommateurs? Comment ne pas être trop familier, dit-il? Bah donc déjà tout ça va dépendre de votre cible dans un premier temps. Vous allez identifier un profil de votre cible et suite à ça vous allez créer une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale va être la manière dont vous allez parler, donc le ton, est-ce que vous allez tutoyer, vous voyez, ça dépend, ça va être peut-être certains, où ça va être beaucoup plus familier, on va dire hey, yo, ça va, ben, je pousse à l'excès, vraiment quelque chose de très familier, genre on est potes, on est proches, etc. Tandis qu'une page un peu plus professionnelle, donc on prenait l'exemple tout à l'heure de la ville de Pérué, qui me disait, bon, on doit quand même garder une certaine image, donc on ne peut pas répondre n'importe quoi. Donc tout va vraiment dépendre de ta cible pour moi. Ça va être vraiment. Et la limite, bah oui, c'est toujours rester respectueux et ne pas insulter. C'est la moindre des choses, je pense. Non.
Non, on peut pas dire ce qu'on veut. Putain, tu m'emmerdes. Are you talking to me? Are you talking to me? Alors, c'est vrai que c'est des sujets dont je parle moins maintenant sur Facebook. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les médias sociaux, ça a été, ou c'est toujours une grande part de mon activité, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'attitudes des héros pour le moment. Et c'est marrant parce que j'ai eu 3 fois cette semaine la question sur, en termes de community management, c'était pas spécifiquement ta question, Steve, mais on était quand même tout près. De comment on gère la critique, quoi, comment on gère les commentaires négatifs, comment on gère ça. J'ai quelqu'un qui passait un entretien pour devenir community manager dans sa boîte. Donc, Michel, j'espère d'ailleurs que ça s'est bien passé. Tu avais l'air de me le confirmer, mais j'espère pour toi que c'est en bonne voie. J'ai eu aussi Geneviève, qui est une étudiante qui fait un mémoire sur le sujet, et j'ai aussi une entreprise qui m'a dit comment on gère les commentaires négatifs. Donc, je vous dirais. Parce que de nouveau, à l'époque où j'ai écrit le bouquin, j'y avais pas mal réfléchi. Donc moi, je propose une démarche en 3 temps. La première, en termes de modération, de community management ou autre, la première, c'est une double démarche, c'est éviter de nier et de poursuivre en justice. Et là, je pense qu'on est aligné, ça ne sert à rien. Si à un moment quelqu'un vient vomir sur votre page, peu importe la raison, que ce soit fondé, pas fondé, qu'il ait raison ou tort, nier, donc supprimer le commentaire, faire comme si ça n'existait pas, ou alors envoyer un courrier d'avocat, on sait que ça fait toujours pire que mieux. Parce Une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, de Marc-Alexandre qui nous regarde, qui a toujours Lui, il a dit, plein de courriers d'avocat. qui nous a toujours dit qu'un client qui vient rouspéter sur vos réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui veut rester client. S'il s'en foutait de votre marque, il serait parti, on ne le verrait plus. Voilà. Donc chaque fois que vous avez un commentaire négatif, ne pas l'éviter, y répondre, apporter une réponse, genre quel est votre problème, vous pouvez nous le dire en message privé si c'est quelque chose de trop personnel, même montrer même à l'extérieur que vous prenez soin de votre communauté, que vous leur répondez. Alors moi, j'ai pas compris la question comme ça en parlant de. Ah mais non, c'était pas nécessairement ça, hein, mais moi je dirais même que le répondre c'est la 3e démarche. Donc la première c'est éviter de nier et de poursuivre en justice. Hein. La 2e étape pour moi c'est fous de ma gueule là. Un petit peu. Ah mais tu peux. Hein. Temporiser et relativiser. Qu'est-ce que ça veut dire temporiser, relativiser? Je vais peut-être m'attirer les foudres de certains community managers parmi vous, mais pour moi, temporiser, relativiser, ça peut vouloir dire peut-être pas répondre tout de suite. Ça dépend de la gravité potentiellement du commentaire. Mais je me dis, si on temporise un minimum, bon, ça évite l'escalade déjà. Le fait que sur un coup de sang, on dit, attends, tu dis que je suis un blaireau, tu vas voir qui est blaireau dans l'affaire, et on envoie un scud à la personne d'en face. Jamais oublier ou toujours avoir en tête, pour parler de manière positive, toujours avoir en tête que ces ping-pong-là, ils sont visibles de tous. Donc, gaffe à notre réputation. C'est peut-être parfois plus dommageable, nous, de vomir en réponse à quelqu'un que la première attaque. Et temporiser, surtout, va peut-être permettre à nos ambassadeurs, aux gens qui nous soutiennent, de pouvoir intervenir, même avant nous, pour dire, tiens, t'es allé manger là-bas, tu dis que c'était dégueulasse. Oh, minute, quoi. Moi, j'y étais encore hier à midi, c'était super bon. Hein. Donc temporiser, et ça permet de relativiser parfois, de remettre en contexte. Ce que je dis aussi parfois, c'est peut-être un peu crapuleux, mais avec le story bumping de Facebook, le fait que Facebook fasse remonter dans le fil d'actualité des gens un statut qui était ancien, mais sur lequel il y a des commentaires récents, si la critique date d'il y a quelques jours, vous l'aviez pas vu, sait-on jamais, ben, faut peut-être le laisser comme ça, quoi. Parce que si vous allez commenter, ben, vous allez peut-être le faire ressurgir. Donc si c'est jamais que 1 sur 50, on peut peut-être la laisser un peu passer à la trappe et l'absorber. Donc première démarche, éviter de nier, poursuivre en justice. 2, peut-être, hein, selon les cas, la gravité, temporiser, relativiser. Et 3, répondre. Et si on décide de répondre, pour moi il y a plusieurs ingrédients. La première chose, c'est qu'on doit toujours remercier la personne d'avoir pris la peine de laisser son avis. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais on dit juste à la personne merci d'avoir pris du temps pour partager. Dans l'optique que tu signalais, que Marc-Alexandre promeut aussi, effectivement, c'est de lui que je la tiens, c'est que le client qui vraiment est mécontent, il est déjà passé à autre chose. Le client qui rouspète, c'est probablement qu'il a quand même envie de maintenir la relation avec notre marque, notre produit, notre service, peu importe. Donc 1, remercier pour le temps qui a été consacré. 2, de près c'est pire, hein, Lucien. Je vois que, hein, voilà, regarde, là, voilà, avec la veste en cuir, voilà, regarde un peu, là, t'es beau. Je vais mettre comme ça, là. Hein. Donc, remercier pour le temps qui a été consacré.
2, c'est contextualiser. Pourquoi? Pour permettre aux gens qui suivent le contenu de pouvoir se faire aussi leur propre idée. Parce que jusque-là, ils n'ont que le son de cloche de la personne qui est venue se plaindre. Mais si on met en contexte, on va peut-être pouvoir amener notre apport, notre réalité, notre perception des choses. Et alors 3, c'est converger vers une sorte de voie de solution où on implique la personne. Et dans cette implication, là on voit des grandes différences entre la France et la Belgique, par exemple. En Belgique, on est encore assez régulièrement dans le côté, on essaie de dédommager à tout prix ou d'avoir une espèce de compensation. En France, ils sont passés déjà à un stade beaucoup plus... si c'est toi qui étais en tort, prends le bus, quoi. Hein, et ils s'envoient un peu chier les gens comme ça. Les community managers, c'est un peu même la starification parfois liée au statut qui engendre ça. Donc voilà le côté gestion de la critique. Alors je vois Steve que tu Mais dis... il y a deux types de critiques aussi. Il va y avoir le troll, donc la personne qui... Ouais, vous avez pas de la Voilà, critique. donc mais ça. ceux-là, Ouais. soit vous avez une idée sur le moment et vous répondez quelque chose de très créatif, et on voit souvent les top 20 des meilleurs tweets de réponse au troll, soit vous laissez passer, quoi. Et là, c'est... Parce que quelqu'un qui troll sera quelqu'un qui ne changera jamais d'opinion, qui restera à fond là-dessus. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Alors Steve, toujours, parce que c'était sa question, donc il dit à l'heure actuelle, la critique est facile. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut temporiser, peut-être en laisser passer l'une ou l'autre en se disant, bon, celle-là, elle n'est pas très grave, laissons-la de côté. Je pense aussi qu'une réponse trop dure ne fait que donner raison à l'intervenant et par la même occasion une mauvaise image de la marque. Et oui, évidemment, c'est pour ça que moi je te propose la gradation. Dire merci d'avoir pris la peine de partager votre avis. Vous parlez donc bien de telle situation, de tel contexte, de ce qui s'est passé tel jour quand vous êtes venu au magasin, quand vous n'avez pas pu payer par carte bancaire par exemple, quand vous avez pas trouvé votre taille de vêtements, quand vous avez été mécontent du service. C'est vraiment contextualisé. Et là on est neutre. Je veux dire, on ne fait que baliser le terrain, c'est de la com de crise de base en fait, hein, ou même de la communication tout court de base. Mais on dit juste aux gens, bon ben voilà, merci d'avoir pris la peine, voilà la situation. Et dans la voie de réponse, c'est plutôt dire, ben on est désolé, on peut pas faire mieux, ou alors c'est de dire, ben écoutez, on n'est pas responsable de tel comportement que vous avez eu, ou alors dire, effectivement, on a merdé. Et si on a merdé, ben potentiellement impliqué dans une voie de solution amiable ou quelque chose comme ça. Je pense pas pour le coup que ça soit peut-être trop dur, mais ça dépend certainement effectivement des cas. Hein. Alors Germain qui vient d'arriver, Germinou, ma compagne vous dit bonjour. Tu sais qui est la compagne de Germain? Non, moi je ne la connais pas en tout cas, je ne crois pas. À mon avis, coucou Fred, c'est pour toi. Hein. Coucou Fred, oui mais c'est Germinou là. Pas signé. Bon, allez. Est-ce que vous avez une dernière question, les amis? On s'était dit qu'on ferait une espèce d'échange un peu 50-50, innovation, médias sociaux, mais là, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Vous avez été là, c'était super. Donc, on se gardera le côté comment est-ce qu'on peut innover dans nos entreprises, dans notre carrière, dans notre vie. On se gardera ça pour un futur échange, hein, Lucas. Ouais. Et sinon, hein, il me tape sur le genou depuis tout à l'heure parce qu'il est fatigué. Est-ce qu'il y a une autre question? Brice, qu'est-ce qu'il dit? Je rebondis, les amis, il faut aussi historiser cela. Historiser, oui, d'accord. Une plainte par courrier, email ou téléphone vont dans un CRM. Ils sont... J'étais en train de lire, tu... Il tape sur le commentaire, on ne voit plus rien. Sont dans un CRM, ils sont remontés pour analyser, s'interroger. Ben oui, une plainte peut être une remise en question intelligente des business process. Effectivement, notre façon de fonctionner peut être utilement, parfois, questionné par certaines personnes. Je crois qu'on revient sur ce que Steve disait, ça dépend un peu de la manière dont c'est fait et de le côté critique, pas critique. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est constructif ou est-ce que c'est juste plutôt pour tirer dans le tas, voire troll comme tu disais tout à l'heure, quoi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions, continuez à commenter cette vidéo. Et alors que, comme Lucas et moi, on est quand même plutôt connectés, on pourra se reprévoir une suite de conversations. Je note en tout cas l'idée peut-être de planifier un moment, d'annoncer des périodes, un peu comme Loïc Lemer. J'ai vu que c'est passé tout à l'heure dans les commentaires en disant que Loïc, c'est vrai qu'il le fait à un moment fixe et ça facilite peut-être les choses. Ici, on l'a fait un peu au débeauté, mais c'était super cool que vous soyez avec nous. C'était donc Lucas Beguin et Fred Colantonio. On a parlé de digital. On continuera probablement sur du digital, peut-être qu'on parlera d'innovation à un moment, d'entrepreneuriat, de leadership, bref, de tout ce qui peut nous permettre à chacun et chacune d'avoir une vie
à la hauteur de nos aspirations. Moi, je vous embrasse. Je ne sais pas ce que Luc a fait, mais Tous moi, les je vous mecs, embrasse. tous les garçons qui m'ont trouvé beau, on se voit autour d'un verre. Donc, il vous embrasse aussi. Ciao, ciao les gars, les filles, et à une prochaine. Merci beaucoup.